de la violence parmi les gardes rouges. Les gardes rouges, à un moment, il a dû y avoir au moins 3000 factions, ils se battaient tous ensemble, l'un contre l'autre. Mais il y en avait aussi, ça c'était le mauvais côté, mais je crois que ça n'a pas pu être plus que 10% à 15% des gardes rouges. Tandis que les bons, on n'en parle jamais. Des bons qui ont été vraiment dans la campagne, qui ont aidé les travailleurs, qui ont fait les récoltes avec eux, qui sont partis pour les villes, qui ont vraiment été très bien. On ne parle pas de ceux-là, on ne parle que des mauvais. Alors évidemment, il y a aussi eu des agents du Kuomintang. Vous savez qu'en Chine, chaque année, ils retournent en Chine 140 000 Chinois d'outre-mer pour aller voir leur famille. Ce n'est pas connu, on ne le met pas dans les journaux, mais chaque année, on entre et sort en Chine à peu près 140 à 150 000 personnes. Et c'est ceux-là, parmi ceux-là, qu'il y avait des agents du Kuomintang qu'on a trouvés. Et eux ont fait aussi du sabotage. Alors, il y a eu le retour, n'est-ce pas, des revanchistes, les vieux propriétaires terriens, encore une fois, pas liquidés, parce que Mao Zedong ne liquide pas, n'est-ce pas? S'il peut sauver quelqu'un, comme il dit, couper une tête, c'est rater quelque chose. Il vaut mieux changer les personnes, mais pas couper les têtes. Et donc, ces gens-là, évidemment, profitant de tout cela, sont aussi revenus. Donc, il y a eu de la violence. Mais de dire que c'était une violence voulue par la révolution culturelle, non, pas du tout. De crainte que les gens qui vous écoutent ne vous considèrent comme une propagandiste payée par le régime de Mao Tse-tung, je vais vous faire préciser, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez catholique. Est-ce que j'ai pas besoin d'argent, vous savez. Les gens achètent mes livres beaucoup. Je viens d'apprendre que les 25 000 premiers étés sans oiseaux sont partis à Paris en 10 jours. C'est quand même extraordinaire que vos livres, par exemple, ne soient pas publiés en Chine. Non, pas du tout, puisqu'ils sont bourgeois. Oui, ils sont interdits. Je suis une bourgeoise, j'écris des livres bourgeois qui ne sont pas du tout d'après comment dirais-je, l'explication marxiste. N'est-ce pas? Je ne suis pas marxiste, bien sûr. Voyons, c'est très dangereux d'avoir une bourgeoise comme moi. Non, mais si vous êtes favorable au régime, pourquoi... Mais ça ne veut rien dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont favorables au régime, vous savez. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout communistes. Par exemple, en ce moment à Canton, il y a la foire de Canton. Vous savez, tous les ans, il y a 2 fois par an la foire commerciale de Canton. Eh bien, à cette foire arrivent 3 000 à 5 000 businessmen. Vous me direz que tous ces businessmen sont des communistes, mais non, voyons, ce sont des capitalistes. On les accueille très bien en Chine. D'ailleurs, moi, toutes mes informations, non seulement les miennes par mes propres voyages, mais toutes les informations sûres que j'ai, c'est par ces businessmen qui vont partout, qui sont bien accueillis, qui font des affaires avec la Chine, pourquoi pas? Vous avez cette position assez exceptionnelle d'être en faveur du régime, mais mal vu du régime, parce que vous êtes bourgeois. On ne peut pas dire mal vu, ça je ne dirais pas que je suis mal vu, mais ils sont très clairs, vous savez, ils sont très logiques les Chinois. Ils ne vous demandent pas d'être avec eux. D'ailleurs, ils préfèrent que les choses soient claires. C'est pas la peine, et ça je dis toujours aux jeunes qui se disent aux marxistes, etc. Je dis attention, vous êtes tous des bourgeois, vous savez. Vous êtes des bourgeois. Nous sommes tous bourgeois. Parce que nous vivons dans une société bourgeoise. Alors, c'est pas la peine. Si vous allez en Chine en disant « je suis marxiste », on vous regardera comme ça en se disant « est-ce qu'il a fait la longue marche? Est-ce qu'il a un peu pioché dans la campagne? Est-ce qu'il sait de quoi il parle ?» Eh bien, nous n'avons pas fait ça. Nous avons beaucoup de sympathie. Moi, j'ai beaucoup de sympathie. Mon mari, qui n'est pas du tout, qui est tout à fait bourgeois et qui est colonel de l'armée indienne, a beaucoup de sympathie. Beaucoup de gens ont beaucoup de sympathie pour ce que la Chine essaie de faire. Mais ce que nous voulons faire, c'est prévenir l'Occident que de s'enferrer dans son ignorance et dans son isolement du reste du monde, c'est dangereux pour l'Occident. C'est-à-dire, c'est pas faire des propagandes pour la Chine, mais de leur montrer ce que la Chine fait et de leur dire, attention, on va faire quelque chose de très dangereux. On va vous lancer et vous casser le cou sur quelque chose que vous ne comprenez pas. Nous savons qu'il y a en ce moment des gens qui pensent encore qu'ils peuvent attaquer la Chine. Et qu'ils pensent qu'en attaquant la Chine, tous les problèmes du monde seront résolus. On a peur de la Chine, on a peur du péril jaune, voilà, ça dure depuis 60 ans. Le péril jaune. Or, il n'y a qu'un péril pour l'Asie et pour le monde, c'est le péril blanc d'après nous. N'est-ce pas? Alors, ça dépend des choses. Et moi, je vous dis, attention, parce que vous allez vous casser le cou. Voilà. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous pensez des efforts que les États-Unis déploient pour empêcher la Chine de Mao d'entrer aux Nations Unies? Je crois que c'est tellement imbécile, ça devient une rigolade. D'ailleurs, tout le monde en rigole. D'abord, n'est-ce pas,
ils reconnaissent aux Nations Unies un monsieur Chiang Kai-shek, qui était un militariste, qui a eu 20 ans en Chine, qui s'est fait jeter hors de Chine avec toute la population presque l'exécrant, excepté évidemment probablement 5 à 10% de gens, des bourgeois, évidemment, qui faisaient de l'argent sur lui. Bon, des gens comme mon mari, mon premier mari. Mais à part ça, les gens en avaient assez de lui. Bon, il est reconnu comme étant la Chine, on le met en Formose, qui est un territoire chinois, et on reconnaît que